Alors, bon, mais je vais juste dire un mot pour ouvrir les travaux en ma qualité de secrétaire général de la CIB, pour remercier les intervenants, Mme Cissé et M. Bensoussan, qui vont nous apporter leur intelligence pour nous permettre de comprendre l'intelligence artificielle. Et puis, je voudrais également remercier Laurent Poulet, qui participe à la mise en place de ces webinaires et qui ont, au demeurant, un très grand succès à travers la CIB. Pour poser le sujet, je vais donner un exemple. À mon cabinet, on a utilisé Chat et GPT pour faire une consultation. C'est effectivement impressionnant. C'est impressionnant. Heureusement, ça reste encore à un niveau assez faible, mais on voit bien que les ressources de l'intelligence artificielle sont de nature à porter, à modifier les méthodes de travail des cabinets d'avocats et peut-être plus sûrement aussi les méthodes de travail des juges. Et par conséquent, on a ici un dossier qui s'ouvre, qui est assez anxiogène. En définitive, c'est un débat entre la machine et l'homme et sur des sujets qui sont des sujets majeurs, le sujet du droit, l'application du droit. Donc, c'est l'état de droit et au-delà de ça, ce sont les valeurs de la justice. Voilà les interrogations que je voulais évoquer d'entrée de jeu et pour dire que celles-ci sont particulièrement importantes pour les avocats et membres des barreaux de la CIB parce que on a le devoir d'apporter, nous, la lueur qui s'impose pour essayer de trouver le chemin de l'avenir dans un chemin qui doit être le plus respectueux des valeurs que nous défendons. Voilà les observations générales que je voulais faire d'entrée de jeu et je peux donner la parole à Laurent Poulet, qui est notre directeur des comités académiques, pour lancer les débats en faisant intervenir nos conférenciers que nous allons écouter avec le plus grand intérêt. Alors, Laurent, je te laisse la parole. Juste un dernier mot. Je voudrais également remercier Ismaël Sambari, car il a remarquablement travaillé pour mettre en place ce format de webinaire. J'ai trop parlé. Merci Bernard. Monsieur est le président de notre comité scientifique. Je vous donne la parole. Merci Bernard. Et tu as raison de remercier Ismaël parce que sans Ismaël, tout ça n'aurait pas lieu. Et c'est vraiment, il fait un travail exceptionnel pour la CIB et on ne le souligne pas assez. Donc Merci merci Laurent. Ismaël. Et en plus, il est Et très merci sympa. à vous. Alors, aujourd'hui, Bernard, tu viens d'évoquer les méthodes de travail des cabinets d'avocats. Et moi, je dois dire que j'avais été très, très frappé par un arrêt dont j'ai pris connaissance il y a quelques mois. C'est un arrêt qui a été rendu, je ne sais plus, il y a 3 4 ans, un truc comme ça, au Canada, où, en gros, un juge avait revu les honoraires d'un avocat en lui reprochant de ne pas avoir utilisé l'intelligence artificielle et en disant, en gros, s'il avait fait des recherches par l'intelligence artificielle, il serait allé beaucoup plus vite, alors qu'il avait fait des recherches de façon tout à fait classique. Et évidemment, ces recherches classiques avaient eu un coût pour son client. Donc, je dois dire que ça m'avait fait un choc parce que je vous avoue que j'ai un peu tendance à être de la vieille école en la matière. Et nous allons donc écouter Sonia Cissé, qui nous a rejoint, Jérémy Bensoussan, que je connais bien depuis de longues années, et également Julien Comlan, Oupé, qui est béninois et qui devrait logiquement se connecter dans les instants qui suivent.
Et j'étais pris de panique, je lui ai envoyé un petit message par WhatsApp et sa réponse est: «Quelques soucis». Quelques soucis, ça veut dire qu'il n'est pas connecté, mais qu'il y pense et que, à mon avis, dans une minute ou 2, il sera avec nous. Donc voilà, Ismaël croise les doigts. Ismaël, tu es un peu le maître de cérémonie. À qui est-ce qu'on donne la parole en premier? Qu'est-ce qui était prévu? Eh bien, normalement, c'était le docteur Julien Houppé qui devait inaugurer avec la définition de l'intelligence artificielle. Je pense que sans définition, ça va être compliqué de traiter des différents thèmes qui touchent à ce webinaire. Alors, il me dit qu'il a le son, mais nous, Il, on aimerait avoir, enfin, pouvoir l'entendre, il est connecté? manifestement. Ah, je pense qu'il est dans les spectateurs. Oui, il est dans les spectateurs. C'est bon. Je pense je l'ai promu en tant que panéliste et il va nous rejoindre tout de suite. Voilà. Sinon, on va demander éventuellement à Non, non, Jérémy. c'est bon, C'est bon? il est là. Allez. Il va arriver tout de suite, le temps qu'il accepte. Julien, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez accepter l'invitation à intervenir en tant que panéliste? Parfait, parfait. Voilà, on le Donc, voit. on vous voit. Je récupère votre PowerPoint et je fais un partage d'écran tout de suite. Alors, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Ah, vraiment, toutes mes excuses, hein, j'ai eu quelques soucis pour me connecter. Désolé. Vous êtes tout pardonné. Bah, je vais couper l'image pour sauver la bande passante de mon côté. Très Je ne sais bien. pas si vous me recevez Très en bien. vidéo. Est-ce que je partage votre PowerPoint? Oui, vous pouvez y aller, Ismaël. Je peux le partager? Très Oui. bien. C'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Pas encore. Ça bug un peu. Bon, s'il y a des problèmes, si tu veux que je meuble, je peux parler de la finale de la CAN, de cette magnifique victoire hier de la Côte d'Ivoire. Je ne Bon. sais pas s'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont... Oh là là, je vois qu'il y a déjà Ah non, il n'y a pas encore de questions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont connectés parmi les 176 spectateurs. J'essaie de repérer des noms. Je n'ai pas encore le partage, Ismaël. Il n'est pas apparu? Bon, c'est bon, C'est Ismaël, je bon? l'ai eu. Vous Ouais, voyez diapo, l'écran? voilà, ça marche. Diapo numéro 1. Alors là, je voudrais d'abord remercier la CIB pour l'invitation. Merci beaucoup à son président, Marriott, au bâtonnier d'aller Maître Poulet et mon cher ami Ismaël. J'exprime tout mon plaisir hein, de me retrouver aux côtés de Maître Jérémy Bensoussan et de Maître Cissé dans le cadre de ce webinaire. Alors moi, c'est Julien Rouper, je suis enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis médiateur arbitre agréé, auteur d'un certain nombre d'ouvrages en ordre numérique, dont le dernier est une monographie publiée par Walter Clover. Là, la CB m'a fait l'honneur de vous entretenir sur la définition de l'intelligence artificielle. Alors, si vous faites attention, regardez un peu le diapo numéro 1. Le programme de la CIB, c'est première vue, définition. Au singulier, ben moi, je l'ai mis au pluriel. C'est pas un P de nez que je fais la CIB. Mais pour traduire malaise, est-ce qu'on peut avoir une définition de la notion d'IA? C'est pourquoi j'ai mis S en parenthèse. L'autre chose, le préalable que je tiens à faire par rapport à l'intitulé de ma présentation, vous avez un point d'interrogation à la fin. Quelle définition?
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut définir finalement l'intelligence artificielle? C'est vrai, Albert Camus disait, mal nommer les choses, c'est augmenter le malheur du monde. On ne cherche pas de malheur par ici, mais je voudrais seulement traduire le malaise qui me prend à la gorge au regard de la définition de la notion d'IA. Diapo, s'il vous plaît, Ismaël. Non, allez-y, voilà. Je voudrais d'abord vous parler de l'origine de l'IA. Ici, l'IA est née comme domaine scientifique dans les années 56 aux États-Unis, avec comme programme de recherche celui de donner aux ordinateurs des capacités d'intelligence. Mais aujourd'hui, l'IA connaît un engouement fulgurant et un impact fort sur la société. Application de l'IA. En fait, l'IA est plurielle parce qu'elle s'incarne dans une diversité de technologies et dans une multiplicité d'usages. Vous avez l'IA dans des secteurs variés comme la santé, le transport, l'industrie, l'agriculture, l'éducation. Mais aussi, l'IA est présente dans des produits ou services comme des logiciels, des applications mobiles, des robots, des drones, des voitures, des systèmes d'IA génératifs, justement. C'est ça qui concerne à plus forte raison votre profession, puisque ChatGPT, dans sa dernière version, est très utile pour votre profession. Jérémy Bensoussan vous en dira davantage. Mais moi, ce qui me préoccupe, cher Ismaël Diapo, ce qui me préoccupe, c'est une question principale qui va me tenir de bout en bout par rapport à la définition de l'IA. Parce qu'il faut dire, l'IA est une notion large, composite et très évolutive, dont la définition a déjà fait l'objet d'une diversité de conceptions dans le passé. Or, pour réguler l'intelligence artificielle par le droit, il est nécessaire de définir l'objet concerné, bien entendu, nous sommes des juristes. Alors, la question principale est de savoir comment qualifier l'IA pour que le droit puisse s'en saisir avec une sécurité juridique suffisante. C'est la question principale qui va servir de fil conducteur à ma présentation. J'ai proposé quelques angles d'analyse. En partant de l'objectif de la formation, la présentation de formation, c'est de permettre aux avocats de mieux comprendre l'IA. C'est ce que les ordinateurs ont suggéré. Donc, au regard de cet objectif attendu, je crois qu'il faut appréhender la notion d'IA dans tous ses contours à travers une approche générale, technique et juridique. Diapo. Donc, vous allez constater ce plan à 3 volets que je vous propose. Dans une première partie, je présenterai l'approche générale de l'IA. Dans un deuxième temps, je parlerai de l'approche technique. Et enfin, pour ce qui nous concerne, l'approche juridique. Diapo. Quand nous parlons d'approche générale, le réflexe qu'on a, c'est d'aller chercher un dictionnaire Larousse, par exemple. Et vous avez dedans la définition de l'intelligence artificielle comme un ensemble de théories, de techniques, qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. On ne peut pas se contenter du sens commun de l'IA. Parce que le Conseil de l'Europe a proposé une définition qui voit l'IA comme une discipline scientifique. Vous l'avez à l'écran, je ne sais pas si vous dites également. En fait, je cite, hein, l'IA est en réalité une discipline jeune d'une 60aine d'années qui réunit des sciences théoriques, techniques, dont l'objectif est de créer des machines qui peuvent avoir une capacité intelligente. Alors, voilà ce que nous pouvons retenir en termes d'approche, c'est-à-dire au-delà du sens commun, dont on ne peut pas se contenter, l'IA est une discipline scientifique. Quand on met l'angle d'analyse, quand on met le curseur sur l'approche technique, Diapo, Ismaël, nous nous rendons compte qu'il faut aller au-delà de l'approche générale. Parce que l'approche technique tente de circonscrire l'IA aux technologies disponibles. Techniquement, l'IA correspond à la mise en œuvre d'algorithmes au sein de programmes informatiques pour se rapprocher d'un raisonnement humain et obtenir un résultat. Je reprends la définition métier.
L'IA correspond à la mise en œuvre d'algorithmes au sein de programmes informatiques pour se rapprocher d'un raisonnement humain et obtenir un résultat. Alors, je voudrais, avec les secondes, prendre au moins 1 minute pour dire deux mots clés de cette définition métier, c'est-à-dire algorithme. Algorithme, je suis sûr qu'il y a des ingénieurs par ici, devenir avocat, je ne sais pas, mais algorithme, simplement, pour ne pas utiliser un terme barbare, c'est simplement un ensemble de règles opératoires pour régler un problème. Ce n'est pas seulement dans la technique qu'on a l'algorithme, mais une recette simple de cuisine, c'est de l'algorithme. Je veux me faire une omelette, par exemple, je prends ma recette de cuisine. Première règle, première chose, il faut casser dans un plat. Deuxième, battre le contenu pendant 5 minutes, par exemple. Troisième, verser le contenu dans de l'eau chaude. Et puis, in fine, vous avez votre omelette. Ça, c'est de l'algorithme en version langage humain. Donc, une recette de cuisine, c'est de l'algorithme. Seulement qu'ici, ce langage humain sera transformé en langage informatique facilement exécutable par un ordinateur. Et c'est le programmeur qui peut le faire. Donc, l'algorithme que je peux lire en tant qu'être humain pour faire mon omelette est transformé en langage informatique qu'une machine peut lire. Donc, si je veux créer un robot, par exemple un robot cuisinier, la recette de cuisine que moi, en tant qu'humain, qu'être humain, je peux lire en langage humain et comprendre, sera transformée, sera exécutée sous forme d'algorithme en langage informatique, intégré dans un logiciel que le robot pourra facilement lire pour me faire mon omelette. C'est aussi simple que ça. Donc, l'algorithme, ça n'est pas un thème barbare, mais nous pratiquons ça au quotidien. Je pense aussi à la définition de l'OCDE, qui voit l'IA comme un système automatisé. Et cette définition de l'OCDE préfigure la définition juridique. S'il vous plaît, Ismaël, l'approche juridique ici, c'est la Commission européenne qui l'a proposée. Et il faut dire qu'elle s'est inspirée, je l'ai dit, de l'OCDE et aussi de l'UNESCO. Donc, ce n'est pas une définition sortie du néant. Vous allez constater déjà une requalification de la terminologie. Ici, l'approche juridique voit l'IA comme un logiciel. Nous savons tous en tant que juristes ce que c'est qu'un logiciel. C'est un bien meuble incorporel. Le langage qui a changé ici, la Commission européenne parle de système d'intelligence artificielle et non plus d'intelligence artificielle. C'est important, on va y revenir. Dans son règlement sur l'IA, à l'article 3, alinéa 1, petit a, je cite, le système d'IA est un logiciel qui est développé au moyen d'une ou de plusieurs techniques et approches qui sont énumérées à l'ANS 1, je cite pêle-mêle, approche d'apprentissage automatique, approche fondée sur la logique et les connaissances, approche statistique, estimation bayésienne, méthode de recherche et d'optimisation. On reviendra en détail sur ces approches, peut-être dans les questions s'il y en a, pour ne pas me la parole. Mais il ne suffit pas que le logiciel soit développé au moyen de ces approches, mais également, il faut que ce logiciel puisse produire des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations, des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. Voilà les deux aspects qu'il faut prendre en compte avant de dire « Ah, cette technologie, c'est un logiciel d'IA ». Alors, quand j'ai fini de dire ça, qu'est-ce que je peux retenir pour conclure? Il faut dire, au regard de tout ce que j'ai dit, Ismaël, s'il vous plaît, mon dernier slide. En définitive, l'IA désigne aussi bien un domaine de recherche scientifique, un domaine qui est bien sûr à la croisée de l'informatique, de l'électronique et des sciences cognitives. Elle désigne également une faculté dont disposent certaines machines ou encore la machine elle-même. Voilà ce que nous retenons de façon classique de l'IA. Quand je finis de dire ça, en tant que juriste, quelle définition on peut proposer? C'est bien sûr celle du règlement sur l'IA, qui contient une définition destinée à garantir la sécurité juridique, tout en offrant l'opportunité et la flexibilité pour s'adapter à la réalité multiforme de l'IA, parce que la technologie peut évoluer et pour que cette définition ne soit pas obsolète,
elle est tellement flexible parce qu'elle est fonctionnelle. Et je pense que même si, a priori, ce n'est pas une définition universellement acceptée, je dis que le langage, le vocabulaire aujourd'hui est en train de se réunir. Si vous prenez la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA, vous avez pratiquement la même définition. Si vous prenez celle de la recommandation de l'OCDE, c'est pratiquement la même définition. Donc, si par ailleurs, je suis avocat en Afrique, je peux dire, ben, c'est une définition à l'européenne, ça ne me concerne pas, oui. Parce que si plus tard, il y aura une licence sur l'IA, il faudra faire un benchmarking, faire le point des licences qui existent. Et aujourd'hui, ce que nous avons sous les bras, aujourd'hui, de loin, la définition de la licence le plus avancée, c'est celle de l'Union européenne, qui nous a proposé une définition fonctionnelle qui peut marcher. Moi, j'estime que par rapport à tout cela, si en tant qu'avocat, vous avez une technologie, vous devez la qualifier d'IA ou pas. C'est cette technique qu'il faut utiliser. Vous la qualifiez d'IA ou non, et puis vous appliquez le régime juridique qui convient. Face à la transformation de leur profession par l'IA, j'estime que les avocats devront s'adapter pour améliorer leurs pratiques et rester compétitifs. Voilà ce que peut vous dire Ismaël de façon ramassée de la définition de l'IA, en rappelant que c'est une définition polysémique et que c'est l'Union africaine, la Commission européenne récemment qui a mis le doigt sur l'approche juridique qui nous permet quand même de saisir la notion d'IA. Merci beaucoup. Merci Julien, merci. Ismaël, je te laisse répartir la parole. Ensuite, qui était prévu à la suite de Julien? C'est Jérémy? Absolument. C'est exact, c'est exact. Sur l'IA est-elle utile pour l'avocat? Eh ben, très bien, merci beaucoup. Vous avez Ouais. la parole. Super, merci beaucoup Ismaël. Merci pour cette invitation, chaleureusement, à son président, à son secrétaire général, aux représentants du comité scientifique et puis à toute l'organisation. Merci, merci beaucoup. Est-ce que c'est utile pour l'avocat? Il ne saurait en être autrement. À nous de nous saisir de ces nouveaux outils technologiques pour faire notre métier le mieux possible et puis pour continuer d'être pertinent vis-à-vis de nos clients dans l'ensemble des prestations qu'on peut fournir pour eux. C'est un credo et je pense que tous ceux qui sont ici présents ont cette sensibilité technologique et technophile et me semble-t-il, c'est à nous de nous acculturer, de nous sensibiliser, de nous familiariser avec ces outils d'IA pour pouvoir les utiliser et les mobiliser avec le plus d'efficacité possible. Je m'appelle Jérémy Bensoussan, je suis avocat depuis une dizaine d'années. Je travaille à Paris, au cabinet Lexing, et j'ai une formation initialement d'ingénieur scientifique. Et donc, ce que je vous propose pour adresser notre sujet, c'est la chose suivante. D'abord, deux idées forces qui, me semble-t-il, permettent de positionner un peu le propos. Puis ensuite, on pourra envisager l'IA utilisée dans la quotidienneté de l'avocat. Et puis, dans un troisième temps, essayer de regarder plus précisément comment on peut utiliser l'IA à travers les grandes prestations qui composent notre profession. Alors, première partie, si vous le voulez bien, sur les quelques points pivots que je trouve intéressants à partager. Le premier, c'est ce qu'on appelle, ce que les scientifiques et les spécialistes du domaine en matière d'IA appellent l'effet IA. Comme ça vient souvent de littérature américaine et anglaise, on trouve le terme AI effect. Et c'est simplement le fait de dire que l'IA d'hier n'est pas l'IA d'aujourd'hui et que l'IA d'aujourd'hui ne sera pas l'IA de demain, telle sorte qu'il y a une modification, si vous voulez, du champ de ce qu'on accepte de dire si c'est de l'IA ou si ce n'est pas de l'IA. Les frontières de l'IA se retrouvent repoussées à mesure que la technologie s'améliore. Et de ce point de vue-là, il faut qu'on reste très vigilant par rapport à ce qu'on fait rentrer dans cette définition en tant que juriste, donc d'un point de vue de la régulation, mais aussi des outils dont on se saisit en tant qu'avocat. Deux exemples très rapides. Le premier, les échecs, historiquement, c'était considéré comme une matière extrêmement abstraite qui représentait le saint graal de l'intelligence. Et très vite, à compter du moment où
les meilleurs joueurs ont été battus, on considérait presque plus que c'était de l'IA, premier élément. Et puis, deuxième élément, il y a vraiment un avant et un après les IA à usage général du type ChatGPT et consorts. Et de ce point de vue-là, on a un basculement de notre représentation de ce que peut être l'intelligence artificielle. Et il convient, me semble-t-il, de rester très attentif à ça. Deuxième idée, c'est dans tous les métiers, que ce soit le retail, que ce soit la banque, que ce soit l'assurance, que ce soit la médecine, mais donc également le juridique, il y a une sorte de mixité homme-machine qui se met en place, où dans toutes nos opérations, on va de plus en plus les faire nous-mêmes, comme d'habitude, avec des outils numériques, comme depuis un certain nombre d'années, mais également avec donc des outils dits intelligents, sorte de cobotique juridique. Outils dits intelligents, où se trouve l'intelligence dans ces outils? Eh bien, selon les dernières définitions qui nous sont partagées par la Commission européenne, par le Parlement européen et par le Conseil européen, dans le projet de règlement sur l'IA, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire que le système est capable de produire des résultats, des prédictions, des recommandations qui ne procèdent pas de règles qui sont prédéterminées. Il y a un substrat, il y a une poche, il y a quelque chose d'autonomie, et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Deuxième grand sujet que je voulais partager avec vous, celui donc un petit peu de l'utilisation transversale qu'on peut faire de l'IA. Donc, je suis plutôt ici sur l'IA à usage général. Donc, encore une fois, Bard, ChatGPT, pour citer les plus connus. Alors, dans l'expérience que j'en ai et pour en avoir discuté avec un certain nombre de collègues, d'amis et de confrères, ce qui me semble ressortir, c'est que l'intérêt de ces outils-là qui fonctionnent donc en langage naturel, il suffit de taper sur son clavier pour avoir des réponses qui sont aussi écrites pour ce mode de fonctionnement. Et on a la possibilité, en fait, avec ça, de s'interfacer, de dialoguer avec un système qui suit notre cheminement de pensée, qui suit notre parcours intellectuel. On peut poser des questions à notre rythme et au regard de nos préoccupations, de nos sujets, de notre vision, de l'angle qu'on souhaite approfondir. Et donc, si on voulait résumer, c'est une sorte de professeur particulier qui nous permet de nous exprimer et d'avoir en retour de l'information. Et en plus, on peut se présenter d'une certaine manière, comme avocat, comme juriste, comme directeur de la conformité ou que sais-je. On peut lui demander une réponse sur un certain ton. On peut lui demander un certain niveau d'abstraction. On peut préciser notre niveau de compétence et, par exemple, préférer des réponses faites d'exemples plutôt que de propos qui seraient uniquement génériques. Et donc, de ce point de vue-là, ce cheminement intellectuel permet de s'ouvrir sur de nouveaux sujets. Et quand, par exemple, on fait des droits sectoriels, que ce soit dans l'industrie, dans l'automobile, dans le cinéma, dans les technologies, etc., parfois on connaît très bien son droit, et puis parfois on a aussi besoin de progresser dans ce secteur. Et vis-à-vis du secteur, ces outils d'IA peuvent être tout à fait intéressants. Pour résumer ce point-là et conclure de manière provisoire, ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. Si on connaît le thème de manière très importante, l'outil d'IA actuellement n'est pas si intéressant que ça. Si on n'y connaît rien du tout, là, l'outil d'IA peut être un petit peu dangereux parce qu'il pourrait nous amener sur des fausses pistes ou fermer notre champ de réflexion. Et puis là où il peut être surtout très utile, c'est si on est en lisière de compétences. On est capable de prendre ce qu'il nous indique et ça nous sert. Et en même temps, on est capable de réguler, on est capable de se positionner, on est capable finalement de challenger cette espèce de professeur ou d'interlocuteur, de spécialiste, d'expert IA qui est ce système apprenant avec lequel on interagit. Et puis, troisième grand thème que je voulais vous partager, c'est plus concrètement comment mobiliser ces outils vis-à-vis des 4 grandes prestations qu'on peut être amené à faire en tant qu'avocat. Donc,
Pour le dire rapidement et en substance, on pourrait dire du contentieux, de la conformité, du contrat et puis du conseil. Alors, très synthétiquement, vis-à-vis du conseil, évidemment, avant de pouvoir faire part d'une position réfléchie, stratégique, tactique, qui crée beaucoup de valeur pour notre client, il y a un enjeu d'identification, d'articulation et de compréhension de la réglementation, au moins à un premier niveau. Et là, les capacités absorbantes en termes de quantité de données et en termes de recoupement d'informations, l'IA de ce point de vue-là est très intéressant car il est capable de lister, de préciser, de synthétiser et donc de faire un premier travail qui est toujours parfois fastidieux mais nécessaire pour arriver au cœur in fine des recommandations qu'on fait. Et donc l'IA de ce point de vue-là est un appui tout à fait intéressant. Vis-à-vis du contrat, ce qui est en train de se mettre en place de plus en plus, c'est on avait des sortes de closiers, donc un certain nombre de stipulations qui étaient finalement qualifiées, dont on considérait qu'elles étaient intéressantes, de bon niveau, pertinentes. Et de plus en plus, on va être capable en fait de comparer automatiquement une nouvelle rédaction avec finalement notre sorte de contrat type ou de contrat idéal dont on dispose par ailleurs. Et si tant est qu'on ait cette matière qualifiée, si tant est qu'on l'ait mise de côté, là, l'IA peut à nouveau être tout à fait intéressant. S'agissant des exercices de conformité, la conformité aux lois anticorruption, border control, données personnelles, ce genre de réglementation-là, il y a toute une partie du travail qui consiste finalement pour nos clients à s'auto-justifier, à documenter certaines pratiques. Montrer qu'ils mettent en place certaines procédures, qu'elle est à jour, qu'il tient certains registres, qu'il est correct, qu'il met en place certains comités, que ces comités se tiennent et répondent à un certain nombre de questions. Et ça peut être à nouveau un travail méticuleux et fastidieux dont l'automatisation par l'IA peut être un appui si on a deux choses, du contenu qui est correct, qui est valide, qui est vrai, et ça, c'est à nous de le vérifier, et puis des questions qui sont suffisamment bien rédigées et qui ne sont pas ambiguës dans leur compréhension par machine. Et si on a ces deux aspects-là, il y a à nouveau une automatisation par les IA à usage général qui peut se mettre en place. Et pour conclure, sur le contentieux, à nouveau, les IA génératifs peuvent être tout à fait intéressants dans leur capacité à nous aider parfois à argumenter et identifier certaines décisions avec potentiellement quelques éléments supplémentaires et notamment notre devoir de compétence qui doit être maintenu indépendamment de l'utilisation de l'IA. La question, et peut-être que Sonia y reviendra, sur la transparence dans notre utilisation de l'IA, sur le point de savoir si ça doit être révélé ou pas à nos clients. Et puis, évidemment, et j'en conclurai par là, le secret professionnel qui, dans tous les cas, doit être préservé et respecté. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jérémy. Tu viens d'évoquer la question du secret professionnel. Je note d'ailleurs que une question a été posée à ce sujet par un des spectateurs. Et je voulais vous dire que donc, les questions se posent dans la rubrique la question et réponse. Et à la fin de ce webinaire, les trois intervenants prendront les différentes questions et y répondront. Ismaël, il faudra qu'on note pour les prochains webinaires de faire preuve d'un peu plus de galanterie et de ne pas laisser une femme intervenir en dernier. Donc, Sonia Cissé, avec toutes mes excuses, je vous donne bien... C'est le meilleur pour la fin. Ah ben voilà, pardon. Voilà, Bernard est beaucoup plus malin que moi dans la présentation des choses. À vous. Aucun problème, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, j'avais préparé quelques slides que je vais utiliser si vous me laissez partager mon écran. Ah. Je pense que vous avez la main, Ismaël, si vous voulez bien
Ah, ça y est, je pense que c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Pas encore. Pas encore, À mon avis, il y a d'accord. eu un petit affichage et puis c'est parti. Là, pour l'instant, on n'a pas, Là, pas les slides. ok, ok. Ça devrait fonctionner. Ça y est, vous voyez quelque chose? Oui, Super. Alors, merci à toutes. Effectivement, alors, je dirais qu'il y a une introduction ambitieuse puisqu'on me dit que c'est le meilleur pour la fin. Pas forcément, puisque je suis en charge, en tout cas, de vous présenter aujourd'hui les dangers de l'intelligence artificielle, en tout cas pour la profession d'avocat. Il y a évidemment, on pourrait dire beaucoup de choses et Jérémy Bensoussan a commencé à toucher du doigt et on va essayer de l'explorer ensemble. Mais disons que j'identifiais aujourd'hui 2 grands risques. Le premier, c'est un risque externe. Le second, c'est un risque plutôt interne. Alors, est-ce que vous voyez les slides défiler? oui. Oui, c'est bon. Risque interne, risque externe. Alors, si on se concentre sur le premier, le tout premier, c'est le risque externe. Pourquoi est-ce qu'on parle de risque externe? Tout simplement parce que aujourd'hui, ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs. Ces 100 millions d'utilisateurs actifs ont été atteints en à peine 2 mois. C'est intéressant parce que au-delà des 100 millions d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent régulièrement sur le site d'OpenAI pour pouvoir se connecter donc, au modèle de fondation ChatGPT, il y a 667 millions de visiteurs, tout simplement de personnes qui viennent sur le site pour une seule fois. 667 millions de visiteurs, 100 millions d'utilisateurs actifs. Selon un sondage de l'Ipsos de décembre 2023, parmi les utilisateurs de ChatGPT, il y a une part importante qui l'utilise tous les jours. 41% d'utilisateurs ont recours au moins une fois par semaine à ChatGPT, dont 12% qui l'utilisent tous les jours. Et la majorité, c'est 55% qui déclarent l'utiliser au moins une fois par mois. Ça a des conséquences immédiates qu'on envisage tout de suite. C'est qu'il y a une utilisation accrue de l'IA générative par monsieur et madame tout le monde, et donc une concurrence qui n'existait pas initialement pour les avocats, une toute nouvelle forme de concurrence. L'important, c'est donc qu'il va y avoir une espèce de démocratisation de l'accès aux droits pour les citoyens, ce qui, je dirais, peut avoir présenter une opportunité, mais évidemment un challenge pour un avocat, puisque vous allez avoir une partie de la population qui n'était pas sachante, qui va maintenant avoir accès à la connaissance juridique au travers de l'IA générative. Jérémy Bensoussan a dit a utilisé un terme que j'ai bien aimé. Il a parlé de professeur. Et donc, évidemment, l'IA générative va devenir un professeur pour les avocats, mais également pour un citoyen plus profane. Et donc, cet accès à la connaissance juridique des avocats va générer en réalité tout un type de consultation juridique qui se fait en marge de celui de la profession, qui va se faire dans l'ombre, qui va se faire je dirais même en parallèle du barreau. Par conséquent, il faut garder ça en tête, notamment aujourd'hui avec des IA génératives qui sont de plus en plus performantes, qui accomplissent des tâches extrêmement poussées, et notamment si on va penser par exemple à la rédaction de contrats. Vous avez aujourd'hui, selon le modèle de fondation que vous utilisez de ChatGPT, vous pouvez par exemple typiquement avoir un contrat qui vous arrive déjà rédigé. Et c'est je dirais, cette démocratisation, cette concurrence quasiment low cost contre la profession d'avocat qui va présenter, je dirais, le premier risque, le plus important externe pour la profession. Un point important également, c'est que si
monsieur et madame tout le monde, les organisations, les PME, les collectivités territoriales, les mairies ont accès à une forme comme ça de conseil juridique, de contrat pré-rédigé par IA générative. Lorsque ces organisations, même les individus vont se retourner vers leurs avocats, ils ne vont plus attendre d'eux qu'un certain conseil plus stratégique, qu'un investissement qui soit extrêmement spécifique. Et surtout, comme ça a été très bien dit en introduction, il est possible qu'ils vous reprochent même de ne pas avoir été assez vite, vous-même dans vos recherches, de ne pas avoir vous-même utilisé l'intelligence artificielle dans vos recherches. Et ceci va avoir pour conséquence directe la nécessité d'une transformation très importante et complètement substantielle de l'évolution des modes de facturation du conseil juridique. On ne pourra plus facturer certaines tâches à l'heure comme c'est déjà le cas. On va devoir nécessairement passer à une forme de forfait et je dirais même à une forme de forfait qui devra, à un moment donné, intégrer de fait l'utilisation d'une IA générative. Il faut que les confrères, et ainsi que tous les avocats et même les juristes d'entreprise, pour certains, aient ce mode de facturation en tête, puisqu'il va venir, je dirais, révolutionner non seulement la façon dont on exerce, mais également l'évolution de la profession. Il va y avoir un impact sur le recrutement des stagiaires et même, compte tenu de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative globalisée, il va y avoir aussi un impact sur la formation des jeunes avocats. Donc ça, c'est, je dirais, le premier danger externe, en tout cas le risque externe. Si l'on passe maintenant au risque interne. Hop. Les risques internes, ils sont simples. Aujourd'hui, vous le savez, l'utilisation de l'intelligence artificielle, et en particulier de l'intelligence artificielle générative, doit se faire en conformité avec la loi. Il y a aujourd'hui beaucoup de droits privatifs qui viennent s'appliquer. Vous avez le droit de la consommation, la cybersécurité, la propriété intellectuelle, la protection des données, bien sûr, les règles de déontologie de l'avocat, bien entendu. Et puis, vous avez également des nouveaux textes qui sont aujourd'hui discutés au niveau européen, qui vont entrer en application, tels le règlement sur l'intelligence artificielle ou la directive sur la responsabilité de l'intelligence artificielle, qui vont venir, je dirais, encadrer l'utilisation qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle, y compris générative, quelle qu'elle soit. Et compte tenu de tout ça, il est évident qu'un avocat qui déciderait d'utiliser l'intelligence artificielle générative ou l'intelligence artificielle plus globalement dans le cadre de je dirais, de son conseil juridique, doit prendre en compte toutes ces spécificités dans le choix des outils qu'il utilise, mais aussi dans la manière dont il les utilise. C'est simple, si on regarde simplement l'aspect cybersécurité, il est évident que l'avocat devra avoir de discussions avec les prestataires d'intelligence artificielle pour discuter de, par exemple, l'hébergement de l'outil, les conditions de sécurité autour des données, les mesures techniques et organisationnelles qui auraient été mises en place dans le cadre du développement de l'outil, mais aussi de la mise à disposition de l'outil à l'avocat en question. Il va y avoir des sujets de propriété intellectuelle, quelles sont les données à l'entrée, quel est le résultat qui est fourni par l'intelligence artificielle, est-ce que oui ou non c'est protégé par le droit d'auteur. Et puis, tout simplement, il va y avoir bien sûr des enjeux pour la déontologie de l'avocat. Une question m'a été posée par Jérémy Bensoussan, c'était quid de la transparence? Est-ce qu'un avocat doit indiquer à son client que oui ou non, il utilise une intelligence artificielle dans le cadre, par exemple, de son conseil juridique? Si on regarde évidemment la déontologie de l'avocat, la réponse est nécessairement oui, puisque
En cas de problème, et on verra qu'il y en a certains qui peuvent découler de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. En cas de problème, il faut pouvoir expliquer à son client qu'effectivement, le conseil a été donné suite à l'utilisation d'un outil qui lui-même n'est pas responsable. Si vous regardez les termes et conditions de, par exemple, de ChatGPT ou de Bard, qui sont les IA les plus utilisées aujourd'hui, il n'y a absolument aucune reconnaissance de responsabilité et donc évidemment toute responsabilité en cas d'erreur ou en cas de mauvais conseil juridique qui découlerait de l'utilisation de cet outil se portera nécessairement sur l'avocat. Il y a d'autres problèmes. Je ne sais pas si notre audience a utilisé une intelligence artificielle, mais il y a nécessairement, quand vous utilisez, la nécessité de rentrer des données, de communiquer des données à l'outil. Si vous communiquez des données à l'outil, il faut bien entendu toujours respecter vos propres règles déontologiques. Typiquement, vous êtes soumis au secret professionnel, à l'importance de la confidentialité des informations. Or, je ne sais pas si vous rentrez dans l'outil je suis une société X qui envisage je sais pas, une grande opération de private equity dans tel domaine qui aura lieu, par exemple, dans telle géographie. Déjà, vous communiquez des informations ces informations, si vous êtes sur une intelligence artificielle générative ouverte, vous allez donc transmettre ces informations aux prestataires d'intelligence artificielle et donc déjà vous êtes en infraction de vos obligations de secret professionnel, de confidentialité. Donc toutes ces idées, ces risques, ces alertes doivent rester dans l'esprit d'un avocat qui souhaiterait évidemment utiliser une intelligence artificielle et surtout de manière à ce qu'il puisse s'y conformer en tout temps. Un point important, il y a bien entendu certains barreaux qui ont déjà émis plusieurs recommandations. Le barreau de Californie, par exemple, a rendu un communiqué assez important pour rappel des règles en expliquant qu'il y a bien entendu un devoir de compétence, de diligence et bien sûr de confidentialité, même au moment de l'utilisation des IA génératives. Et c'est intéressant parce qu'ils ont parlé de la compétence et de la diligence et on va regarder tout de suite pourquoi. Pourquoi? Parce qu'un point, excusez-moi, je m'excuse parce que j'ai l'impression qu'il y a voilà. L'un des points importants lorsque l'on parle d'IA générative, c'est le phénomène d'hallucination. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce phénomène d'hallucination. C'est simplement la possibilité, ou en tout cas la dérive, je dirais, de l'IA générative, qui va produire des résultats inattendus ou non fondés sur la réalité et qui va le faire d'une façon tellement péremptoire qu'on a l'impression que l'IA nous donne un résultat correct. C'est extrêmement important parce que je vous ai mis un petit encadré juste en dessous qui est un exemple d'hallucination. Dans ce cas-là, il a été demandé à ChatGPT, en réalité, de citer le paragraphe 67 de l'affaire 196-04, qui est une affaire qui s'appelle Cadbury-Schweppes. Et ChatGPT a été capable de le faire. Il a effectivement trouvé le paragraphe 67 de la décision. Simplement, le problème, c'est qu'en fait, dans la réalité, ce paragraphe n'existe pas. Il ne figure pas dans la véritable décision. Et ChatGPT est allé le rechercher. Alors pourquoi? Parce que le phénomène d'hallucination, en fait, il s'explique par un problème de prompt à l'entrée, un problème aussi de source, évidemment. ChatGPT va chercher le résultat, en tout cas le contenu, de manière à générer ces résultats, il va chercher sur Internet. Il va de la même manière, il peut avoir accès à Wikipédia ou à Reddit, par exemple. Or, on le sait, Wikipédia, Reddit, pour ne citer que, ne sont pas toujours exempts d'erreurs. Et donc, compte tenu de ce phénomène d'hallucination, vous pouvez avoir, en réponse à ce qu'un avocat aurait recherché,
tout simplement une réponse qui soit fausse ou simple, ou complètement erronée. Et donc, il y a nécessairement un devoir accru de diligence, de vérification, je vais y revenir dans quelques minutes, mais qui est, je dirais, un préliminaire lorsqu'on utilise une IA générative. Et Jérémy Bensoussan, il y en a parlé également. Il y a donc nécessairement, selon l'endroit où vous passez, vous êtes soit expert de votre sujet, soit vous êtes à la lisière, soit vous êtes complètement profane, par exemple pour des expertises très sectorielles. Et donc, il y a plus ou moins de risques de ne pas pouvoir identifier un risque, un phénomène en tout cas d'hallucination. Compte tenu de ça, il y a bien entendu un risque de déséquilibre important entre les avocats qui vont investir sur des solutions d'IA générative extrêmement spécialisées, hein, parce qu'il y a différents types d'IA générative. Vous avez par exemple aujourd'hui des IA génératives telles que CoCounsel ou Harvey qui sont des IA spécialisées pour les avocats dans le secteur juridique, mais qui coûtent cher, qui ont un coût et qui vont être évidemment achetés et utilisés par les cabinets ou par les avocats qui souhaitent investir dans l'intelligence artificielle. Et puis, vous avez d'autres qui sont beaucoup plus accessibles, qui sont plus grand public et qui, elles, vont être utilisées par des cabinets qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas investir dans ces IA génératives. Et donc, il va y avoir, en définitive, un déséquilibre entre les avocats qui ont accès aux solutions d'IA génératives extrêmement performantes, extrêmement spécialisées, qui minimisent donc leur risque d'hallucination, et entre les avocats qui vont avoir moins de moyens et qui vont utiliser des IA qui maximisent le risque d'hallucination. Et c'est ces déséquilibres également qui présentent un risque pour la profession d'avocat, un risque qui va se faire finalement aussi sur l'investissement financier à l'entrée. Alors, comment peut-on se prémunir de ce risque? Alors, comment peut-on se prémunir de ce risque? Tout simplement en prenant en compte ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit toujours rester critique, c'est important. C'est pas parce qu'une IA générative, le pendant de ne pas faire, il ne faut pas partir du postulat que l'IA est correcte. Je vous ai mis un exemple. Pourquoi avez-vous écrit cela? C'est ce que ChatGPT m'a dit, est une réponse qui est malheureusement communément admise, y compris dans la profession d'avocat, mais ce n'est pas une réponse acceptable. Effectivement, il faut rester critique, il faut toujours, de la même manière quand l'on travaille avec des avocats plus juniors, avec des stagiaires et qu'on remet souvent en cause les résultats de leurs recherches, les résultats de leur analyse, il ne faut pas hésiter à remettre en cause les résultats de la recherche et les résultats d'analyse d'une IA générative. Il faut l'utiliser comme source d'inspiration. Inspiration, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous ne vous basez pas uniquement sur ce que vous dit l'outil. Vous l'utilisez comme un premier draft. Vous l'utilisez comme une manière d'avoir des premières idées, mais surtout, il ne faut pas se baser uniquement sur l'IA générative et ne pas utiliser d'autres sources. Il faut se rappeler qu'il y a à peine 2 ans, 3 ans, je dirais, nous avions dans notre profession beaucoup d'autres outils à notre disposition, sans même utiliser l'IA générative, et que rien ne nous empêchait de faire notre travail et de le faire de la manière la plus excellente possible. Donc aujourd'hui, il faut utiliser l'IA générative comme un outil parmi d'autres, et ne pas uniquement baser l'entièreté de sa défense, l'entièreté de ses contrats, l'entièreté de ses analyses ou de ses rendus ou de ses conseils sur l'IA générative. Et bien entendu, si la source n'est pas vérifiable, il ne faut pas la conserver, il ne faut pas l'utiliser. Et en définitive, c'est quelque chose qui n'est pas adressé ici, mais qui me semble important. Il faut bien entendu être transparent dans l'utilisation qu'on fait de l'outil auprès de ses clients. Il y a une confiance entre l'avocat et son client qui doit être maintenue aussi au travers de l'utilisation des outils d'IA générative.
Et puis, c'est un danger qui est un peu plus extrapolé, mais qui existe, puisqu'il y a d'ores et déjà un cabinet d'avocats américain, hein, le cabinet Baker Hostetler, qui a déjà annoncé, en tout cas, qui a fait la promotion d'un remplacement d'une équipe par l'intelligence artificielle. Alors, ils ont annoncé quoi? Avoir remplacé une partie de ressources consacrées, par exemple, à la faillite d'entreprise et à la due diligence, qui étaient habituellement gérées par leurs avocats juniors et puis par les stagiaires. Ils l'ont remplacé par des IA, par des intelligences artificielles génératives. Alors, est-ce que c'est je dirais, la question, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est la suite logique et on y viendra tous plus ou moins? Est-ce qu'il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, nécessairement un impact pour les plus jeunes avocats qui vont aujourd'hui avoir des postes menacés par l'IA générative? Personnellement, je n'en suis pas convaincue. Même si cet exemple pourrait démontrer le contraire. Je pense néanmoins qu'il va y avoir une mutation des jeunes avocats. Il va y avoir aujourd'hui des avocats plutôt data scientists, des avocats IA ingénieurs. Jérémy Bensoussan s'est présenté comme avocat et ingénieur. Et bien, ce type de profil va simplement être beaucoup plus courant. C'est en tout cas ce que j'anticipe. Au-delà d'un grand remplacement, on va avoir une mutation, une multiplicité des compétences, comme on peut l'avoir déjà dans d'autres secteurs, typiquement aux États-Unis. Pour être avocat en propriété intellectuelle, il faut souvent être également ingénieur, par exemple en brevet. Et donc, c'est cette mutation, alors ce risque, cette mutation en tout cas qu'il faudra garder à l'esprit, surtout compte tenu de l'automatisation qui sera inévitable des missions juridiques, parce qu'on l'a vu, parce que l'IA générative avance, parce que les clients finiront par demander plus d'utilisation de ce type. Et donc, il va falloir avoir ce risque en tête et puis prendre surtout ce tournant important par rapport aux compétences qu'on sera à même en tant que profession de présenter à nos clients plus généralement pour les rassurer sur la bonne conduite de leur dossier. Ce sera tout pour moi. J'ai fini cette présentation sur les risques de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Bernard, je ne sais pas si tu as des questions à poser. Bernard, si tu permets, je vais en poser une première. J'ai été très, très intéressé d'entendre qu'il y avait 100 millions d'utilisateurs actifs de ChatGPT, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je pose la question, enfin, comme ça m'intéresse. Et qu'est-ce qu'on sait sur eux? Alors, est-ce que vous avez donné des éléments sur la façon dont ils l'utilisaient, la fréquence, etc. Mais est-ce qu'on sait quelque chose sur leur profession? Est-ce qu'on sait quelque chose sur les pays auxquels ils appartiennent? Oui, tout à fait. Ce qu'on sait sur eux, alors on ne sait rien sur leur profession. On sait néanmoins que c'est une majorité d'hommes. C'est environ 55% d'hommes. C'est une population qui est comprise entre 18 et 35 ans. On sait que les premiers utilisateurs sont les Américains, suivis juste ensuite des Indiens, et la France est 4e dans l'utilisation de ChatGPT. Je n'ai pas toute la liste des pays, mais vous avez en tous les cas, premier US, deuxième Inde, le troisième je ne sais plus, et le quatrième c'est la France. D'accord. Alors, ce webinaire n'est pas fait pour me remonter le moral puisque, d'une part, j'ai appris que l'avenir de la profession, c'était, les avocats qui étaient également ingénieurs, ce qui n'est pas particulièrement mon cas. Je vois Jérémy Bensoussan qui est, pas Qui se hostile à sent cette sauvé, idée. qui se sent. Par ailleurs, j'entends que, la modernité, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et d'avoir entre 18 et 35 ans. Heu, bon, j'ai peur d'avoir un peu dépassé cette limite. Donc, je ne sais pas, est-ce que Bernard veut poser une question ou peut-être simplement me remonter le moral? Non, non, moi je pense qu'il faut respecter les innovations techniques, il faut savoir les utiliser, savoir les maîtriser. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'effectivement, il faut rester maître du jeu et non pas être asservi par la machine. Et donc, c'est ce que les intervenants ont dit.
Le problème qu'il y a, c'est ne pas faire confiance à l'intelligence artificielle. C'est en revanche, d'après ce que j'ai compris, une possibilité de nourrir la réflexion, mais l'avocat doit toujours avoir le dernier mot. Moi, ce qui dans cette perspective, m'inquiète, ce sont les projets qui existent, notamment en France, à propos du traitement des affaires judiciaires. Est-ce que l'on peut concevoir, dans une justice moderne, la possibilité de faire entrer les données d'une demande en justice et des éléments de réponse pour que ce soit l'intelligence artificielle qui livre la solution? En d'autres termes, est-ce que dans un avenir, à court terme ou moyen terme, on ne va pas parvenir à une substitution du juge dans le traitement des demandes en justice? Sur des questions simples, par exemple, on pourrait concevoir qu'il y ait des programmes, et je sais que certains recherchent, c'est la possibilité pour tout ce qui concerne les incompétences, les exceptions, eh bien qu'il puisse y avoir un traitement par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, ce qui aurait pour conséquence d'éliminer une part importante des affaires du rôle et de redonner un peu de liberté aux magistrats. Ma question est donc, dans cette perspective-là, je suis un peu pessimiste, quoique j'essaye de garder le moral. Mais est-ce que je pense que les avocats arriveront à dominer l'intelligence artificielle, mais est-ce que l'on ne peut pas craindre qu'au nom d'une rentabilité d'une institution qui est l'institution judiciaire, ceux-ci ne viennent pas se saisir de l'intelligence artificielle pour traiter les affaires judiciaires, en commençant par des exemples simples. J'évoquais les exceptions, après ça peut être une fin de non-recevoir, pourquoi pas le fond. Alors je voudrais avoir le sentiment de nos interlocuteurs sur cet aspect des choses. Jérémy, peut-être, il avait... Avec plaisir. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous nous avez partagé. Bon, pour le dire vraiment de manière synthétique, toujours intéressant, me semble-t-il, de distinguer quand on articule technologie et justice, justice prédictive, justice automatisée et justice dévoilée. Juste pour le dire vraiment en substance, justice prédictive, c'était le moment où on essayait de dire la chose suivante, une décision sera connue avant même eh bien, qu'elle soit jugée. Donc, on serait capable, avant même que le juge se prononce, eh bien, de savoir, avec peut-être un taux de certitude très important, dans quel sens est-ce que cette décision, dans quel sens cette décision sera rendue. Ça, finalement, on en est quand même relativement revenu dans la mesure où, eh bien, ça enlève au juge complètement son office, puisqu'on vient dire qu'on connaît la décision avant qu'il la rende, et pourtant, il doit la rendre quand même. Il y avait une espèce de contradiction un petit peu dans les termes, de sorte que, finalement, on a préféré poser la distinction peut-être suivante. Une justice automatisée, c'est ce que vous disiez, plus de juge humain, mais un processus machine à la place. Donc, on automatise vraiment le processus de justice, un petit peu comme on a les décisions administratives individuelles rendues sur le fondement exclusif d'un traitement machine. Ça existe dans le Code des relations entre le public et l'administration, en droit positif français. Justice automatisée. Et puis, justice dévoilée, qui serait plutôt dans le prolongement de l'open data judiciaire, donc de la mise à disposition de l'ensemble des décisions judiciaires françaises, à la fois Cour de cassation bien naturellement, mais également Cour d'appel et puis toutes les juridictions de première instance, de s'appuyer sur cet actif judiciaire pour, sur une ou plusieurs questions de droit données, faire ressortir des lignes de force jurisprudentielles et donc eh bien, d'améliorer la prédictibilité et finalement la sécurité juridique.
c'est pas du tout les mêmes perspectives, mais ça peut être intéressant de les combiner. Et puis, dernière observation, est-ce qu'avec une décision de justice, on est capable de dire pourquoi est-ce qu'un juge a tranché dans un sens ou dans un autre? Il y a bien sûr l'exigence de motivation, et en même temps, chacun d'entre nous qui a fait du contentieux, c'est aussi, pour reprendre une formule assez célèbre, il y a les motifs derrière les motifs, et parfois le vrai ressort de la décision apparaît pas dans les termes eux-mêmes, et ça, l'IA, elle ne pourra pas aller le chercher. Alors, si vous permettez, je voudrais, avec la permission du modérateur, Maître Laurent, je peux y aller? Bien entendu. Alors, je voudrais revenir sur votre question, celle que vous avez posée à Maître Cissé par rapport aux 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT. J'estime, pour vous répondre, moi, j'ai vu passer sur Google des statistiques spécifiquement à la pratique en France. Je ne sais plus quelle agence, je ne sais pas, c'est Septéo, qui a retenu de façon scientifique qu'à peine 37% des avocats français utilisent les IA génératives. Bon, ces statistiques valent ce qu'elles valent. Je ne connais pas spécifiquement l'agence qui a fait cela, mais j'ai vu passer ces chiffres, juste pour vous donner une idée de la proportion dans laquelle les cabinets d'avocats français acceptent l'utilisation de ChatGPT. Par rapport à la question du bâtonnier, est-ce que demain, pas extraordinaire, on peut avoir un juge robot? Bon, Jérémy l'a si bien démontré. Pour les cas spécifiques liés peut-être à l'utilisation de l'IA comme aide à la décision, la détermination de certaines indemnités, c'est possible. Mais pour la question de savoir si demain, on peut avoir une IA comme un juge, je crois que la Cour constitutionnelle, la Constitution française l'a déjà vissé, hein. Je crois que ce n'est pas possible. Et au-delà, qu'est-ce que nous allons faire du droit au juge? C'est les algorithmes. Et au-delà de la France, je crois que les institutions européennes, spécifiquement concernant les aspects du droit de l'homme, n'ont pas accepté le principe que demain, ça peut évoluer. Mais pour le moment, je m'en réfère à, à la Constitution française et aussi à la tendance actuelle par rapport aux institutions des droits fondamentaux. Le droit au juge ne peut pas être roulé au pied sur l'autel de l'IA. Voilà, je peux ajouter à ce que Jérémy a brillamment expliqué. Merci beaucoup, Julien. Donc, j'en profite pour vous rappeler à tous qu'il y a des questions par écrit des intervenants. Vous pouvez les consulter et répondre à celles que vous trouvez les plus pertinentes et auxquelles vous n'avez pas répondu lors de vos interventions. Merci D'autant beaucoup. que je Je trouve voudrais que ces juste, questions sont très, très pertinentes pour plusieurs d'entre elles. Et donc, je vais vous laisser. Peut-être qu'on peut reprendre l'ordre. Ah bah non, 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 pardon. On va commencer par Sonia, puis Jérémy, puis Julien. On va inverser l'ordre cette fois. Et j'en profite, j'ai regardé la liste des spectateurs, liste qui est extrêmement longue. J'ai repéré, puisque au début, je me demandais si il y avait des confrères ivoiriens, j'ai repéré le président de l'association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, notamment, que je salue. Et il y a quelqu'un que je veux particulièrement saluer, c'est le bâtonnier Germany de Martinique, puisque, comme vous le savez, le prochain congrès de la CIB aura lieu en Martinique. Voilà. Sonia, je vous laisse répondre à certaines des questions qui vous inspirent le plus. Alors, avec plaisir. Attends, j'en ai une qui m'est directement adressée. Alors, quelle garantie mettre en place pour contrôler la véracité des arguments ou des jurisprudences qui découlent de l'IA quand nous savons comment le cas de l'IA qui invente ces fausses déclarations pour étayer ses arguments? Effectivement, c'est extrêmement complexe. Alors, l'une des recommandations que l'on fait typiquement dans notre cabinet aux avocats lorsqu'ils utilisent l'intelligence artificielle générative, la première chose, c'est de ne poser que des questions pour lesquelles on connaît déjà la réponse.
d'utiliser l'IA générative vraiment comme un outil, un support, un assistant et non pas comme, encore une fois, la source première et principale de résultats. C'est pour ça que, typiquement, si vous regardez un peu ce qui fait sur le marché, vous avez des IA génératives spécifiques profession d'avocat qui s'appelle par exemple Harvey, mais vous en avez une autre aussi qui s'appelle CoCounsel. Et la raison pour laquelle vous êtes entretenu justement avec l'équipe de Casetext qui développe CoCounsel, la raison pour laquelle ils ont ajouté le CoCounsel, c'était pour marquer l'idée que cette IA générative avait pour rôle d'assister, d'être un co-conseil et non pas le conseil. Donc, la première, je dirais, garantie, c'est toujours de n'interroger une intelligence artificielle que sur des sujets que vous maîtrisez. Si vous ne les maîtrisez pas, vous n'aurez pas les subtilités pour pouvoir remettre en question ce qui est rendu. Le second point, c'est qu'il faut potentiellement faire des formations de prompt engineering, c'est-à-dire que pour pouvoir réduire le risque d'hallucination, il faut donner le plus de contexte possible à l'IA générative. Il faut pouvoir l'interroger de la façon la plus précise. Et ça s'apprend. C'est communiquer avec une IA générative n'est pas inné. Il y a des bonnes pratiques qui peuvent être enseignées. Et donc, je vous invite, si vous êtes en cas de doute, à vous rapprocher. Alors, tous les prestataires aujourd'hui déploient ce type de formation. Vous en trouvez des gratuites sur YouTube ou sur je fais pas de pub, mais sur Internet, c'est assez facilement accessible, de manière à savoir quelles sont les bonnes questions qui vous amèneront les bonnes réponses. Comment minimiser le risque d'hallucination? Donc, premièrement, vous ne posez que des questions sur lesquelles vous avez un minimum en tout cas, certaines connaissances pour pouvoir challenger la réponse. Vous vous formez au prompt engineering et bien entendu, le troisième point, c'est croiser les sources. Utiliser ChatGPT, Bard ou peu importe l'IA générative, mais aller également sur, comme je disais, d'autres moteurs de recherche beaucoup plus des recherches juridiques beaucoup plus généralisées. Vérifier toutes les décisions qui vous ont été apportées. Aujourd'hui, ChatGPT ne donne pas ses sources. Allez chercher, s'il vous parle d'une décision, allez la chercher directement à la source avec la bonne cour, la date, le numéro de rôle, etc., etc. Soyez en fait rigoureux et vigilants dans toutes les réponses qui vous sont apportées, de la même manière que ce que vous faites quand vous travaillez avec des stagiaires ou des avocats plus juniors. Vous ne prenez pas pour argent comptant ce qu'ils vous disent. Eh bien, c'est simple, il faut tout simplement considérer son IA générative comme un avocat junior, première année ou un stagiaire qui n'aurait pas encore prêté serment. Voilà pour les garanties. Sonia, est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous intéressent en dehors de celles qui vous sont directement posées? Je vais laisser mes camarades D'accord. répondre et puis je prendrai la suivante. D'accord. Jérémy, peut-être, et ensuite Julien? Ouais, je regardais en même temps. Alors, peut-être une des dernières questions qui a été posée et qui concerne donc, puisque l'IA s'impose au fur et à mesure avec acuité, quels seraient les domaines vers lesquels les jeunes avocats devraient désormais commencer donc à explorer afin de mieux s'adapter à ces transformations inévitables et devenir également incontournables. Donc, quelle mutation, effectivement, quelle transformation dans les études juridiques pour essayer de se préparer au mieux à un exercice professionnel mêlant sa propre compétence, sa propre expérience à des systèmes qui sont d'ores et déjà, si ce n'est robustes, au moins en capacité d'apporter une aide concrète. Bon, ce que je me dis, le premier élément que je me dis, c'est que quand on commence le fait d'aborder une nouvelle matière, j'ai tendance à penser qu'on doit acquérir
les fondamentaux de cette matière, comme on l'a toujours fait, pour avoir des bases qui sont suffisamment solides. Donc, il y a un premier travail qui doit rester traditionnel et personnel. Une fois qu'on a fait ça, probablement qu'on peut essayer de se servir de l'IA comme une sorte d'étalon. Par exemple, si on a un cas pratique ou si on a un commentaire pour reprendre les figures un peu imposées des raisonnements juridiques et de la formation juridique, d'abord s'en servir non pas comme une aide à la réalisation, ça serait peut-être un peu prématuré, mais d'abord comme un étalon. On le fait soi et puis on compare par rapport à ce qui a été fait. Et puis, on peut, de ce point de vue-là, identifier un certain nombre d'éléments intéressants, supplémentaires, d'autres visions qui est apportée par la machine. Ça, c'est peut-être le deuxième élément. Le troisième, ça va être d'utiliser l'IA. Ça, c'est vrai pour au stade des étudiants, mais aussi dans notre stade professionnel, de ne pas avoir des attentes qui seraient trop importantes. Donc, pas d'être dans un mouvement qui consisterait à dire le système d'IA remplace ou fait à la place, mais plutôt comme, par exemple, permettant d'arriver à 20% ou à 30% de la cible. Essayer, par exemple, de co-construire, ça a été dit, sa recommandation, sa lettre, son analyse, bon, la cible qu'on a en tête, essayer de la co-construire en ayant une structuration première qui est la nôtre, demander au système de réagir par rapport à celle-ci, d'avoir un output, donc un résultat, et puis de l'enrichir, de l'alimenter et de la densifier. Et effectivement, plus on s'améliore sur la qualité des questions posées, ça a été dit tout à l'heure également par Sonia Cissé, en termes de prompt engineering, donc toute la technique d'invitation, d'invite, de questionnement. Si on peut s'améliorer là-dessus, eh bien, la qualité des réponses en bénéficie immédiatement. Donc, une construction finalement par cette sorte d'itération avec la machine, sans évidemment se priver de toutes les autres sources habituelles qu'on utilise et en premier rang desquelles naturellement ses confrères et collègues. Ça peut être une première matière de maîtriser cet outil-là dans une perspective utile et sans être sur un système de substitution, de remplacement ou d'asservissement, terme qui a été également utilisé. Alors, Merci. Julien, à vous de piocher parmi les nombreuses questions qui ont été posées pour répondre à l'une d'entre elles. Je suis désolé merci, pour... Maître Laurent. J'ai regardé un peu l'ensemble des questions qui sont posées dans le chat, mais je remarque, malheureusement, je ne sais pas si c'est ma présentation qui n'a pas été claire ou bien c'est le thème, le sujet qui est un peu théorique. Et je n'ai pas reçu, pour ma part, des questions qui me sont personnellement adressées. C'est-à-dire, pour la définition de la notion d'IA, c'est passé inaperçu dans le lot des questions. En revanche, quand je fais une analyse des questions, je ne lis pas dans la main de café, mais je constate qu'il y a une certaine appréhension, une crainte, une peur qui transparaît dans les questions. Pêle-mêle, hein, une question qui dit, l'avocat doit-il vraiment avoir peur de l'IA? Ou bien dit, l'IA annonce-t-elle le déclin de la profession d'avocat? Je donne deux exemples pour vous dire au fait que l'ensemble des questions, c'est comme si on voit venir une menace. On se demande si on doit pouvoir survivre à cela. C'est Schumpeter qui parlait de création destructive. La chose est vraie ailleurs, mais est-ce que être vrai pour la profession d'avocat? Je ne sais pas. Mais je constate que nous avons ici des IA génératives qui sont, un, capables de faire de la recherche juridique, deux, de l'analyse de données, trois, de la rédaction de documents en un temps record. Alors que l'avocat classique, là où l'avocat classique met 1 heure, en quelques minutes, sinon secondes, ChatGPT peut produire un résultat qui dépasse parfois. Ce que je dis, ce n'est pas la théorie,
il y a des études qui sont conduites et qui démontrent la chose. Donc, si déjà on s'en tient à ça, et par ailleurs, ChatGPT, dans sa dernière version, a réussi les examens du barreau de l'État de New York, c'est vous dire que c'est un confrère virtuel que vous avez là. Alors, si je finis de dire ça, est-ce qu'il faut avoir peur de cette technologie? Je dirais oui et non. Oui, si vous ne vous adaptez pas pour rester compétitif, si vous ne faites pas l'effort de faire de ChatGPT, je ne dirais pas un collaborateur, mais si vous ne faites pas l'effort de la domestiquer, comme le disait Sonia, d'essayer d'apprendre ces outils d'IA générative, puisque d'une manière ou d'une autre, c'est démontré qu'il y a gain de temps et gain de compétences, ça fait chic. Mais là où ça fait choc, j'estime que la proportion d'avocats encore de bonjour, parce que cette technologie manque de jugement critique, de jugement éthique et d'empathie, ce que l'avocat a comme privilège à ce jour. Donc, sur ce point de vue, j'estime que la profession a encore de beaux jours. C'est vrai, il y a une dernière actualité en France. Un ingénieur lyonnais a mis sur le marché e-avocat. Et ça a entraîné vraiment une volée de bois vert contre lui. Et je crois que le barreau de Paris, je pense, a récemment demandé, lui a demandé de retirer carrément son IA intitulé e-avocat. Et l'argument utilisé, c'est qu'il y a un exercice illégal de la profession. Ça fait beau, mais la panique que cela a semé en début d'année traduit d'une manière ou d'une autre la force des IA face à la profession d'avocat. Donc, pour me résumer, c'est vrai, au regard du gain de temps, du gain de compétences que cette technologie a comme avantage, l'avocat, par rapport à l'empathie, au jugement critique, au jugement éthique, peut toujours prendre le dessus, mais il faut domestiquer, sinon prendre les IA génératives comme outil de travail. Jérémy l'a bien démontré. Je vais finir sur un dernier aspect. Je crois que je ne sais pas si c'est le bâtonnier, mais c'est une question qui pose le problème du clivage nord-sud par rapport à la technologie, notamment les IA génératives. J'ai cru comprendre à travers les questions que l'avocat veut savoir, parce qu'il y a des limites dans le sud, en Afrique, l'Internet n'est pas disponible partout. Donc, au regard des limites intrinsèques objectives, il peut empêcher l'optimisation des IA génératives sur le continent. Et il se demande si, in fine, il ne se pose pas un problème, il ne va pas se poser à la même problème de discrimination entre les cabinets du sud et du nord. C'est une question qui est passée civile, vous pouvez aller regarder, mais je crois que c'est pertinent. Bien sûr que oui, avec les aléas que nous avons liés à la technologie dans certaines contrées du monde, qui ne permettent pas une optimisation de cette technologie, à la longue, il peut y avoir des cabinets, je dirais, hors zone, déclassés, au regard sur le critère de l'utilisation des IA génératives. Moi, je vais vous demander humblement, pour les cabinets qui sont dans la région du Sud, de chercher quand même, tout au moins, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise. Moi, j'utilise la version gratuite de ChatGPT. Une ou deux fois, j'ai été sur la version payante. Si c'est possible, je ne sais pas si c'est 60 € l'année, hein, il faut investir. Il faut investir. Il faut investir. Autant vous investissez dans les ressources humaines au cabinet, il faut faire un audit technique pour voir dans quelle mesure vous allez intégrer ChatGPT
dans votre process. Voilà un peu ce que veut dire Maître Laurent par rapport aux questions, en regrettant bien sûr que je n'en ai pas reçu une seule par rapport à ma présentation. Merci. Cher Julien, je ne sais pas comment analyser le fait qu'aucune question ne vous ait été posée en particulier, mais c'est peut-être tout simplement le signe que vous avez été d'une clarté absolue et je ne peux que vous en féliciter. Alors, Julien, après votre intervention, je ne sais pas, est-ce que Sonia ou Jérémy veulent rebondir sur l'intervention de Julien ou peut-être qu'il y a des dernières questions auxquelles vous voulez répondre? Et si ce n'est pas le cas, on va clore ce séminaire, hein. Dites-moi. J'ai identifié 2 types de questions auxquelles je peux répondre assez facilement. La première, c'est que alors il y a plusieurs personnes qui demandent: «Mais quelles tâches exactement qu'on peut déléguer, à l'intelligence artificielle?» Alors je pense que ça a déjà été dit, on a parlé des contrats, on a parlé du contentieux, de la conformité, du conseil. En fait, l'un enfin, de façon assez simple, la manière dont j'ai l'habitude de présenter les choses en tout cas, c'est de parler des 3 A, vous savez, qui reviennent souvent sur l'intelligence, quand on parle d'intelligence artificielle générative: augmentation, automatisation, accélération. En gros, la façon dont ce que vous pouvez déléguer comme tâche, c'est tout simplement tout ce qui peut aller plus vite. Donc, par exemple, une première version d'email, des résumés de documents. Vous pouvez charger des documents dans l'IA générative et lui demander un résumé. Par exemple, si vous avez 60 pages à lire en un temps record, vous pouvez demander un résumé avec les grands axes de ce qui est contenu dans cette documentation. Donc, on est sur de l'accélération. L'automatisation, on l'a dit, si vous souhaitez rédiger une première version de tous les documents possibles, vous pouvez le faire avec l'IA générative. Et puis l'augmentation, c'est-à-dire que augmentation, pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser l'IA générative pour aller plus loin dans certaine réflexion. Typiquement, pour préparer une réunion client, si vous avez un client qui vient se présenter et qu'il appartient à un secteur que vous connaissez moins, vous pouvez faire des recherches et puis poser la question à l'IA générative pour avoir un complément d'information sur des axes clés auxquels vous n'aurez pas pensé dans le cadre de votre recherche. Et là, on est sur de l'augmentation. Donc, augmentation, automatisation et accélération sont le type de tâches que vous pouvez déléguer à l'intelligence artificielle. Alors après, il y a des questions plus concrètes. J'ai vu que tout le monde demande, mais lesquelles? Quelle IA générative? Il y a beaucoup de choses qui se font sur le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ChatGPT parce que c'est l'une des solutions qui est la plus utilisée, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous avez Bard, il y a Copilot qui va être déployé dans la suite Microsoft. Après, on a parlé aussi d'IA génératives qui sont encore plus performantes et beaucoup plus spécifiques à la profession d'avocat. Et on a parlé de CoCounsel, qui a été développé par Castex, de Harvey, qui est développé par Harvey, et vous avez aussi Luminance. Personnellement, je n'ai pas utilisé Luminance, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est, mais voilà, toutes les autres sont sur le marché. N'hésitez pas à vous renseigner, à voir ce qui peut rentrer ou pas rentrer dans votre budget. On a parlé effectivement de la version gratuite de ChatGPT, puis il y a une version plus performante, plus sécurisée qui est payante, mais pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à faire vos recherches au-delà des noms qu'on vous donne aujourd'hui et à voir surtout quel est l'outil qui fonctionne le mieux pour vous au regard des usages que vous anticipez. Merci. Merci beaucoup. Jérémy, un dernier mot, peut-être une dernière réponse à une question? Peut-être juste une observation sur quand on disait comment est-ce que la profession d'avocat peut résister à l'introduction à grande échelle des IA génératives. Il y a un point qui est important, me semble-t-il, c'est si on compare par exemple en matière dans l'industrie, par exemple, quand on s'est intéressé à la mobilité autonome, donc tous les véhicules qui se déplacent seuls, en fait, finalement, plus les environnements sont totalement automatisés, plus la voiture autonome se comporte correctement et fonctionne avec un minimum d'aléas. En fait,
c'est lorsqu'on a à la fois des véhicules conduits par des personnes et puis des véhicules autonomes que les accidents peuvent se produire le plus. Bah, si on prend ce constat-là, qui est un constat physique évidemment, hein, constat dans l'industrie et en particulier dans la mobilité, si on essaye de prendre cet élément-là et de le transposer pour ce qui nous concerne, si démocratiquement, on décide en France en particulier et de manière plus générale en Europe, que la fonction de justice reste incarnée et rendue par une personne, par un juge, par une juridiction composée de magistrats et de juges, alors on peut penser que dans cette configuration-là, par exemple, au moins pour ce qui concerne le contentieux, l'avocat garde toute sa pertinence. Parce qu'on va maintenir un dialogue harmonieux du magistrat et de l'avocat. À partir du moment où on commence à intégrer de l'automatisation, bah forcément, on risque d'être dans une course à l'amélioration continue. Et là, on pourra faire toujours le choix de plus de machines, plus d'automatisation, plus d'outillage numérique. Donc, c'est aussi une question démocratique, c'est aussi une question de société. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'important à d'avoir en tête. Merci beaucoup, Jérémy. Bernard, est-ce que tu veux dire un dernier mot peut-être? Mais ton micro est coupé, hein, Bernard. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jérémy. En comparant les véhicules téléguidés, autonomes et les véhicules humains. Si on va jusqu'au bout, on peut très bien imaginer qu'une justice entièrement autonome permettrait d'éviter les erreurs judiciaires et par conséquent, on arriverait à une justice impersonnelle. Et Jérémy a dit tout à l'heure que il fallait quand même privilégier le dialogue. Et moi, ce qui me semble important dans cette évolution, c'est que au nom de la technologie, on s'enferme de plus en plus dans une justice, est une justice de traitement de dossiers en dehors du dialogue. Le dialogue, je vois, pour ce qui concerne l'expérience que j'ai en France, le dialogue entre juge et avocat devient tout à fait réduit, à telle enseigne que aujourd'hui, par principe, l'audience de plaidoirie n'a de plaidoirie que le nom, puisque on n'est pas obligé de se présenter, ou quand on se présente, c'est pour faire des observations très, très, très réduites. Et en définitive, on observe une justice qui va qui va se perdre. Il n'y aura plus le dialogue entre les avocats et le juge. Et la justice est profondément humaine. Et je pense qu'il est indispensable de veiller à ce que l'intelligence artificielle puisse nourrir la doctrine, puisse nourrir la réflexion. Mais en revanche, cette réflexion, elle doit être partagée entre les acteurs. Et je crains que l'évolution à laquelle nous assistons soit une évolution très défavorable vers un effondrement progressif de cette exigence de dialogue qui peut être favorisée par les technologies, en particulier l'intelligence artificielle. Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Ma crainte, c'est qu'il puisse y avoir avec l'intelligence artificielle, la mise en place de traitements pour déclarer irrecevables d'office des demandes en justice qui sont présentées en dehors de tout dialogue. Je pense que cette question mérite d'être posée et il doit y avoir aujourd'hui un combat pour maintenir le dialogue et pour qu'il puisse y avoir le maintien d'une audience. Finalement, on s'aperçoit qu'une décision de justice n'est jamais que le fruit d'un prédélibéré à trois dans une audience entre les deux avocats de la cause et le juge. Lorsqu'on abandonne ce dialogue, la justice peut s'égarer. Ça, c'est le côté pessimiste. Maintenant, j'ai un côté plutôt optimiste.
pour ce qui concerne l'intelligence artificielle. On l'a vu tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est un niveau de technologie qui permet de développer une richesse d'argumentaire et une hiérarchie dans l'argumentation particulièrement utile. En revanche, je ne crois pas que l'intelligence artificielle vienne à retirer aux avocats deux vertus qui sont fondamentales, l'une et l'autre. La première, c'est que le premier devoir de l'avocat, c'est la qualification juridique sur des faits qui lui sont présentés. Je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle puisse disposer de l'imagination voulue pour imposer la qualification juridique qui peut être donnée à des circonstances de fait. Il me semble que ce travail de qualification, ça fait partie du génie de l'avocat. La deuxième chose, et là, je parle pour les avocats à la cour, pas pour les avocats au conseil. La deuxième chose, c'est que une part importante du travail de l'avocat, c'est qu'accessoirement la qualification, il y a la recherche de la preuve. La recherche de la preuve, c'est-à-dire l'imagination qui s'impose pour qu'on puisse ramener l'ensemble des preuves qui sont nécessaires. Et donc, dans cette perspective, je pense que l'avocat il y aura une combinaison heureuse, harmonieuse entre l'intelligence artificielle et l'avocat, car il ne faut pas que l'avocat perde la souveraineté dans la maîtrise du dossier au niveau de la qualification, de la recherche des preuves, et ensuite il déclinera le raisonnement. Mais le raisonnement, à ce moment-là, on pourra faire appel à l'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a une certaine compatibilité. Mais je conclus sur le fait que je crains beaucoup, au nom de la rentabilité, et peut-être aussi de la bureaucratie, qu'il puisse y avoir des tendances au développement de l'intelligence artificielle en dehors de ce point important, c'est-à-dire le maintien du dialogue. Enfin, pour ce qui concerne ceux qui font des actes contractuels, l'intelligence artificielle présente des avantages considérables parce qu'elle peut rassembler l'ensemble des hypothèses et aider très utilement la décision de l'avocat dans la mise en place des contrats. En définitive, comme toujours, il faut faire la part des choses entre d'un côté ce qui reste de notre génie et d'un autre côté ce qui est du génie de la machine. Voilà, alors je voudrais remercier tout particulièrement nos trois intervenants pour la richesse de leur propos. Ça m'avait permis de réfléchir un peu plus sur un sujet qui est un peu anxiogène. Et voilà, mon cher Laurent, les observations conclusives que je tirais de ces échanges. Merci, cher Bernard. Merci à vous trois de vos interventions. Laurent, j'ai une petite question de notre cher ami Stéphane, qui a posé une question de dernière minute et qui demande s'il y a pourrait permettre de réduire les délais pour obtenir certaines décisions, souvent inutilement et humainement longs. Si quelqu'un veut y répondre. Et la question concerne donc la Cour de cassation haïtienne. C'est vrai que 5, 7, voire 10 ans, c'est long. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution, en tout cas, que l'intelligence artificielle pour réduire les délais en la matière? C'est une belle question d'ouverture sur laquelle nous pouvons clore ce webinaire. Merci. Merci Ismaël. Et je suis à la disposition d'Étienne Jean-Charles pour en parler, d'autant que Haïti est un pays qui m'est cher, où j'étais allé 2 fois en 2017 et où je serai très, très heureux de retourner lorsque la situation se sera un peu améliorée. Mais vraiment, on peut en parler bien volontiers. Je me souviens avoir visité la Cour de cassation d'Haïti, d'ailleurs. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci Laurent. À bientôt et merci à tous. Au revoir.